Alors, des exemples d'utilisation tout au long de cette journée et demie. Vous en avez déjà eu. Madame Weinberg a notamment cité celui de l'article 50. Et nous en avons parlé. Mais je crois qu'avant toute chose, il faut faire un petit rappel historique après tout ce que nous avons entendu au cours de cette journée, pour essayer d'identifier cet objet juridique non identifié précisément, qui est la charte, non identifiée pour une majorité de gens. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de lire hier, lors des différentes interventions que j'ai pu faire à la suite des ateliers, que la profession a mis beaucoup de temps entre le recours individuel devant la Cour européenne des droits de l'homme et pour s'approprier l'usage et l'utilisation de la Charte européenne des droits de l'homme. Et finalement, le déclic est finalement venu de deux facteurs, je l'ai dit. Le premier concernant effectivement les arrêts sur la garde à vue qui ont modifié notre paysage juridique interne par une loi de 2011. À mon sens d'ailleurs en retrait par rapport à ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme. Et deuxièmement, parce qu'on a pris la mesure de ce qu'était le recours en inconstitutionnalité, puisque nous n'avions pas la culture juridique de contester la loi, nous étions encore dans l'acception révolutionnaire de la loi est une norme suprême et on la discute pas. Bien. Donc tout ça a changé et on en est venu au problème d'inconventionnalité et autres. Alors, historiquement, l'avènement... alors, je crois que, en plus, je voudrais quand même vous dire quelque chose. Je pense que on a parlé de beaucoup de choses, et notamment d'ordonnancement de l'Union européenne. Alors, je crois que il n'est pas très épais. Il y a un ouvrage, là, bon, je ne fais pas d'ouvrage pour cette... Je trouve qu'il est bien fait parce qu'il n'y a pas de commentaires, de Christine Cadouce et Fabrice Picot. C'est le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il y a les protocoles, la charte et les commentaires de la charte. On va y revenir tout à l'heure parce que ça, c'est pas neutre du tout. Et ça, je pense que c'est effectivement un ouvrage que tout juriste, aujourd'hui, ne peut plus se dispenser depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, et notamment des directives garanties procédurales, de posséder effectivement dans sa bibliothèque. Et dans cet ouvrage, je reviendrai un peu sur certains passages de l'ouvrage. Ensuite, sur la question propre à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Convention européenne des droits de l'homme, parce que nous verrons que l'une ne va pas sans l'autre, eh bien, il y a un excellent ouvrage qui est paru à la collection Breuilein, qui est, d'ailleurs, ce sont les résumés d'un colloque qui a eu lieu à l'instigation de l'Institut des droits de l'homme de Montpellier, qui s'appelle Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et Convention européenne des droits de l'homme, et toutes les problématiques liées, effectivement, à l'interpénétrabilité des deux ordonnancements juridiques, qui est à peu près décrit là-dedans par différents auteurs, et c'est assez passionnant parce que ça ouvre l'esprit, et ça permet surtout de se poser les bonnes questions quand on lit ça. C'est pas trop long et c'est d'une excellente qualité. Alors nous avons parlé des garanties procédurales, et ces garanties procédurales hier, notamment, M. Touvet nous a rappelé que, bien entendu, elle n'était peut-être pas parfaite, qu'il y avait une certaine contradiction par rapport à un certain ordonnancement, mais qu'il ne fallait jamais oublier que c'était un esprit de compromis. Alors, c'est vrai que dans le cadre de la procédure législative de l'Union européenne, à la fois, justement, la codécision et notamment cette phase terminale qui est le trilogue, qui est d'ailleurs assez opaque par moment, eh bien, effectivement, il y a des compromis qui se passent. Mais ces compromis, effectivement, aboutissent peut-être à des actes qui sont contraires à la fois au traité, mais également à la charte, d'où l'importance de la charte. Et c'est ce que je rappelais,
qu'il y avait des limites, notamment au compromis. C'était notamment les articles 48.2, 52.3 et 53, en raison du caractère évolutif de la charte, et que des actes qui émanent du Parlement et du Conseil peuvent parfaitement être annulés par la Cour de justice à partir du moment où ils sont contraires au traité, à la charte, d'où l'importance de la charte. J'observe que la directive, alors je prends la deuxième qui nous concerne, la mesure B, 2012-13 du Parlement européen du Conseil du 22 mai 2012, immédiatement au 5e considérant, commence par dire l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ci après dénommé, etc., et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacre le droit à un procès équitable, l'article 48, paragraphe 2. Donc on vise directement la Charte. Ensuite, le considérant suivant, l'article 6 et l'article 5 de la CEDH consacrent le droit à la liberté et à la sûreté des personnes. Toutes les restrictions à ce droit ne peuvent excéder celles qui sont autorisées conformément à l'article 5 de la CEDH et qui découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on voit bien que le législateur européen, dans les considérants, il est obligé de viser la charte, puisque la charte a la même valeur que le traité. Il fait partie du droit primaire de l'Union européenne, au-dessus duquel, il vous l'a très bien rappelé hier, Jean-Paul Ordiz, se trouve notamment l'interprétation des traités et de la charte, qui est celle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est effectivement créatrice de droit primaire. Alors, l'historique de cette charte, quel est-il ? D'abord, les traités originaires des communautés européennes, qui étaient d'ailleurs uniquement destinés à créer un marché commun, ne faisaient absolument aucune référence aux droits de l'homme, à l'exception de la liberté de circulation qui est garantie par les articles 48 à 58 du traité de Rome pour les travailleurs salariés ou indépendants de la communauté, et un article 6, 119, 8 et 119 qui concernait la discrimination de rémunération en raison du sexe et de la nationalité. Les auteurs du traité de Rome avaient complètement abandonné cette histoire de ces questions de droits fondamentaux au Conseil de l'Europe qui avait été nouvellement créé et qui avait élaboré la Convention européenne des droits de l'homme, qui a été élaborée, qui était ratifiée par, il y avait que 6 membres de la communauté à l'époque, qui était ratifiée par 5 des 6 États membres, la France n'ayant ratifié que bien plus tardivement en 1974, qui d'ailleurs a probablement été aussi un des facteurs qui a permis à la Cour de justice de faire évoluer, enfin à l'époque, à la Cour de justice, dans la version de l'époque, de faire évoluer sa jurisprudence. Alors très rapidement, évidemment, on a compris les limites de ce manquement au respect des droits fondamentaux, dans la mesure où une législation purement économique devait nécessairement induire un certain nombre de conséquences non négligeables sur les droits de l'homme, sur les droits fondamentaux, ce qui créait une situation choquante, puisque du fait des transferts de compétences aux communautés, certains actes de la communauté qui étaient directement applicables dans les États membres, en raison de la primauté du droit communautaire, pouvaient être contraires aux engagements qui avaient été pris par les États de manière individuelle, et qui malgré tout ne pouvaient pas être justiciables de la Cour européenne des droits de l'homme, puisque les États disaient « je n'ai aucune marge de manœuvre pour appliquer en fonction d'un traité international ou multilatéral, peu importe comment on l'appelle, j'ai pris un certain nombre d'engagements, en conséquence de quoi, n'ayant aucune marge de manœuvre, je ne peux pas être justiciable de ce qui est une violation, mais qui m'est ordonné par une autre convention internationale ». Et ceci a provoqué un certain nombre de problèmes, notamment la Cour de justice a subi une véritable pression de la part d'un certain nombre de juridictions constitutionnelles, les juridictions constitutionnelles italiennes et allemandes. Jean-Paul Ordiz disait tout hier que certaines juridictions constitutionnelles des États membres parlaient des fous de Luxembourg, mais la Cour constitutionnelle allemande, à un moment donné, dit qu'en réalité, la Cour de justice, la CJCE à l'époque, se comportait effectivement comme une assemblée constituante permanente. C'est la Cour de justice de Karlsruhe a dit ça.
Et donc, ces cours constitutionnels ont dénoncé le déficit démocratique des communautés et des communautés européennes par la suite. Et dans ces conditions, la cour des communautés européennes à l'époque a effectivement élaboré une jurisprudence qui était uniquement fondée sur les droits fondamentaux de manière générale, mais ne se référait toujours pas, évidemment, à la Convention européenne des droits de l'homme, qu'elle a successivement tiré des principes généraux du droit, puis les traditions constitutionnelles des États membres, et enfin, finalement, de la Convention européenne des droits de l'homme. Tout ça n'a pas suffi, parce que la Cour de justice, la Cour constitutionnelle allemande, la Cour italienne aussi, mais c'est la Cour constitutionnelle allemande qui a été en pointe sur cette affaire, a rendu le 29 mai 1974 un arrêt, on en a parlé hier, Solange 1, il y en a eu d'autres, mais enfin Solange, ça me fait toujours rigoler, parce que en fait, c'est pas du tout, les partis s'appellent pas Solange, c'était Handelsgesellschaft, c'est Solange pour les germanistes, c'est so lange als, aussi longtemps que. Voilà ce que ça voulait dire. Donc on les a traités so lange als. Bon, as long as. Bon. En fait, ce que disait la Cour constitutionnelle allemande, constatant qu'il y a un déficit démocratique, elle contestait la primauté du droit de l'Union européenne en disant « Je n'ai pas de garantie équivalente pour les textes issus de l'Union, des communautés à l'époque, je n'ai pas de garantie équivalente, et tant que je n'aurai pas de garantie équivalente, je me réserverai de contester la primauté du droit de l'Union. » Alors évidemment, ça crée un gros problème, dans la mesure où effectivement l'unification de la jurisprudence qui devait être faite pour l'application des traités de l'époque ne pouvait pas être garantie. Et dans ces conditions, dans un premier temps, la CJCE a rendu un arrêt en 1975 pour essayer de calmer le jeu, qui est l'arrêt Rütli, dans lequel elle se réfère effectivement à la CEDH. C'est la première fois qu'elle se réfère à la CEDH, se réfère toujours aux principes généraux du droit, etc., mais elle cite aussi la CEDH. Et finalement, le 27 octobre 1986, à la suite d'un certain nombre d'évolutions, la Cour constitutionnelle allemande rend un deuxième arrêt, ce qu'on appelle Solange 2, mais c'est toujours so lange als, bon, qui effectivement cite un certain nombre d'arrêts qui ont été rendus par la Cour de justice au visa des traditions constitutionnelles et de la Convention européenne des droits de l'homme, et dit que maintenant, effectivement, les droits, il y a une protection équivalente, en conséquence de quoi elle ne va pas remettre en cause la primauté tant que les conditions qui sont posées dans cet arrêt Solange 2 seront respectées. Et finalement, le 7 juin 2000, dans un arrêt dit des bananes, effectivement, elle a dit qu'ils ne remettront plus en cause l'arrêt Solange 2, à condition que, effectivement, sauf à ce qu'on puisse prouver que les garanties ne soient pas équivalentes. Alors finalement, on se retrouve en 2000, et c'est au moment où sont négociés effectivement à la fois le problème du traité constitutionnel, et c'est dans ce cadre-là que la Cour constitutionnelle allemande avait à connaître de cette affaire, et cet acquis jurisprudentiel de la référence à la Convention européenne des droits de l'homme a été finalement cristallisée dans la Charte européenne, puisqu'elle a été effectivement adoptée en 2000 au moment du traité de Nice. Mais sans valeur contraignante. Sans valeur contraignante, elle aurait peut-être eu une valeur contraignante dans le cadre du traité constitutionnel qui était en cours d'élaboration, mais qui n'a pas vu le jour, et finalement que ce n'est que le 12 décembre 2007 que la charte a obtenu une valeur contraignante, en même temps que le traité de Lisbonne, et elle est entrée en vigueur le 1er décembre 2009. Alors, cette charte, elle recense les droits fondamentaux de l'Union européenne. On a désormais un catalogue des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Alors, il y a cette charte qui comprend 53 articles, 54. Cette charte qui comprend 54 articles, effectivement, moi j'ai toujours la charte sur moi, j'ai toujours dans la poche, là bon. Moi, vous n'avez pas les commentaires quand même, bon. Vous n'avez pas les commentaires. Alors, c'est un catalogue des droits existants propres à l'Union. Et le moteur politique de cette charte, indépendamment des problèmes juridiques qui avaient finalement plus ou moins été réglés par la Cour de justice, était aussi de rapprocher le citoyen des communautés à l'époque, parce que, en disant, vous avez les droits que vous pouvez faire valoir. Ça, c'était la motivation politique. Alors, quel est le contenu de cette charte? Alors, l'originalité de cette charte, elle est en réalité de ne pas définir de nouveaux droits fondamentaux, de recenser ces droits fondamentaux dont le respect s'imposait déjà à l'Union, mais elle présente des traits originaux dans la mesure où, d'abord, elle consacre l'individualité des droits. La Convention européenne des droits de l'homme, elle protège les droits civils et politiques. Mais la charte consacre un certain nombre d'autres droits qui dérivent de ces droits civils et politiques, mais qui sont notamment les droits sociaux. Et cette charte a été élaborée par une convention, elle s'est appelée convention ensuite, par une conférence intergouvernementale qui s'est tenue à Cologne, qui a d'ailleurs déclaré que dans le cadre d'une enceinte, ils élaboraient la charte et l'enceinte s'est rapidement autodéclarée convention. Et elle était composée d'ailleurs de la manière suivante. Si mes souvenirs sont exacts, il y avait 30 parlementaires, puisqu'à l'époque l'Europe c'était 15 pays. Il y avait 2 parlementaires par Parlement national. Il y avait un représentant de la Commission, un représentant du Conseil et un magistrat de la Cour de justice. Et ensuite, il y avait des membres observateurs. Ensuite, il y avait des membres observateurs. Bien. Et donc, c'est quand même les parlements nationaux qui avaient une majorité dans cette convention. Et donc, la première chose qu'ils ont fait, ils ont considéré qu'il n'y avait pas de raison de diviser les droits entre droits fondamentaux à caractère civil et politique et droits fondamentaux à caractère social. Et ils ont donc élaboré une classification différente en déclarant que tous ces droits fondamentaux étaient des droits indivisibles. Alors, l'introduction de la Charte de droits économiques et sociaux aux côtés de droits civils et politiques correspondait effectivement à une aspiration du peuple européen, des citoyens européens, mais par contre n'a pas manqué de poser un certain nombre de problèmes. Parce qu'il a fallu longuement négocier pour convaincre certains États de l'importance de la consécration de la Charte. Notamment, des États entraînés par la Grande-Bretagne soutenaient que l'inclusion de droits sociaux ne pouvait que nuire à la crédibilité de celle-ci, dans la mesure où ces droits sociaux ne sont pas justiciables pour ces États, parce qu'effectivement, un certain nombre de droits sociaux qui sont consacrés dans la Charte n'ont pas de mesures de traduction de mise en œuvre dans leur pays, et en conséquence, ces pays considéraient que inscrire ces principes sans déclinaison de mise en œuvre dans les pays allait effectivement provoquer un certain désordre juridique et voulait bien se préserver de ceci. Il ne voulait que soient consacrés que les droits subjectifs, les droits directement invocables devant le juge. Alors l'Allemagne et la Grande-Bretagne défendaient alors la nécessité de ne retenir que ces droits sociaux, que les droits justiciables. Et par exemple, pour eux, le droit au logement, qui lui est consacré en France, n'existe pas, et en conséquence, ils ne voulaient pas consacrer ce style de droit. Et ils considéraient que c'était des simples objectifs qu'il n'y avait pas lieu d'inscrire parce que c'était de nature à tromper les citoyens. Alors cette approche n'était pas partagée par d'autres États, notamment par la France,
Et c'est effectivement un des membres de la Convention, c'était M. Guy Bréban, qui lui a proposé une solution. Il a proposé une solution en disant que, effectivement, une solution de compromis est moins conforme de la justiciabilité, qui fasse fi des idées qui étaient traditionnellement reçues en la matière. Elle a consisté à soutenir que les droits économiques et sociaux sont bien des droits fondamentaux, même si la mise en œuvre concrète de certains d'entre eux nécessite des mesures positives. Pour la Convention, l'intervention de ces mesures, la Convention, quand je parle de la Convention, c'est l'Assemblée qui a élaboré la charte, l'intervention de ces mesures ne leur retire pas leur statut de droit, car s'ils ne déploient leurs effets juridiques que lorsque ces mesures ont été adoptées, ils produisent tout de même certains effets concrets immédiats, c'est-à-dire que ces droits qui sont des principes consacrés dans la charte, eh bien, ces droits ne peuvent pas faire l'objet de la part des institutions de l'Union européenne de directives, de règlements ou de mesures ou de décisions contraignantes qui soient contraires aux objectifs qui sont assignés dans la charte. En ceci, effectivement, il y a une avancée concrète entre ceux-ci. Ensuite, se pose la question de comment faire la distinction entre les principes et les droits qui sont inscrits dans cette charte. Alors, en fait, cette charte, vous ne pouvez pas la lire correctement, et ça, il faut bien vous en imprégner lorsque vous voulez l'utiliser, sans que vous n'alliez consulter les commentaires justement de ces rédacteurs de la charte, commentaires qui sont annexés et que vous trouvez dans tous les manuels, qui font effectivement d'abord une description des droits, des principes et des droits subjectifs, et deuxièmement qui établissent aussi, parce que c'est nécessaire, une charte de correspondance entre les articles de la Convention européenne des droits de l'homme et ceux qui ont été retenus dans la charte. Par exemple, si je prends les droits relatifs à la justice, c'est de 47 à 50, alors que dans la charte, la justice, en réalité, ça commence à 1, déjà le droit à la vie, pour se terminer à l'article 6, en réalité, plus 13 sur le recours effectif. Voilà à peu près l'architecture de cette charte. Alors, ils ont été classés. Pourquoi est-ce que la classification n'est pas la même que dans la Convention? Tout simplement parce qu'on les a classifiés par grands groupes: la dignité, les libertés, l'égalité. Ensuite on a la solidarité, c'est les droits sociaux, et la citoyenneté, et enfin le dernier, la justice. Alors, dans la dignité, on a réaffirmé le principe sans apporter vraiment de grosses innovations. Ont été rajoutées quand même l'interdiction du clonage reproductif, mais par contre n'a pas été traitée la question du clonage thérapeutique. Ensuite, ont été traitées quelques dispositions relatives au crime organisé, comme l'organisation de filières lucratives, la traite des êtres humains. Au niveau des libertés, c'est là où la charte est absolument la moins novatrice, puisque en réalité, d'ailleurs le traité l'induit par son article 6.1 et 6.3, en réalité on a calqué les droits civils et politiques de la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a eu quelques aménagements, par exemple sur le droit au mariage et le droit de fonder une famille. Il y a un article 9 précisément. La charte n'interdit pas l'octroi du statut du mariage des unions entre personnes de même sexe, alors que la CEDH avait effectivement pris déjà une jurisprudence au visa de son article 12, mais donc effectivement on consacre simplement qu'il n'y a pas d'autre voie que le mariage. On a également autorisé l'objection de conscience par l'article 9. Et enfin, c'est important parce que c'est une partie importante de l'espace de liberté, sécurité et justice qui est consacré dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne.
La Charte consacre le droit d'asile. Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut du réfugié. Et elle consacre aussi le cadre d'asile politique, le minimum européen commun qui a entraîné effectivement Schengen et tous les autres principes de libre circulation et les arrêts. À ce sujet, simplement sur l'ordonnancement, ce sont les articles, si vous lisez le traité, c'est pas très long, hein, il y a une vingtaine d'articles, même pas, qui traitent de l'espace de liberté, sécurité et de justice. Vous pouvez vous reporter, ce sont les articles 67 à 76, sont les dispositions générales. Vous avez la politique relative au contrôle aux frontières, à l'asile et à l'immigration. Ça, c'est important pour les avocats. Aujourd'hui, on a un contentieux de l'immigration énorme, en plus avec un contexte extrêmement tendu. Donc ça, ce sont les articles 77 à 80. Ensuite, de 81 à 81, c'est la coopération judiciaire en matière civile, celle qui existait déjà dans le troisième pilier. Et enfin, la coopération judiciaire en matière pénale, c'est ce qui nous concerne plus particulièrement pour ces journées, et c'est une nouveauté du traité de Lisbonne, sont les articles 82 à 86. Enfin, il y a encore un chapitre sur la coopération policière, 87 à 89. Et là, vous avez l'essentiel de votre exercice professionnel dans ces différents articles. Et il me paraît important que vous puissiez effectivement en prendre connaissance et les lire, puisque vous aurez à l'appliquer tant en matière d'asile et d'immigration, c'est déjà réel, la Cour de justice a déjà dû rendre un certain nombre d'arrêts. Vous parliez notamment de Melki tout à l'heure. Bon, un nombre d'arrêts important, et je crois qu'on ne peut pas les ignorer. Enfin, il y a sur l'égalité, la Charte a consacré l'égalité de droit, ce fondement de la démocratie européenne, anticipant d'ailleurs à l'époque sur le protocole 12 la Convention européenne des droits de l'homme qui interdisait les discriminations puisqu'il n'a été souscrit qu'après. Ensuite, il y a eu une discussion, parce que ça, c'est pas un droit subjectif, c'est le problème de la protection des minorités nationales. Alors ça, c'est des sujets parfois un peu épineux pour certains États encore avec des minorités. Alors, simplement, on a traduit ce droit des minorités nationales en identité culturelle, religieuse et linguistique. Je ne sais pas si ça règle vraiment le problème, mais enfin, ils ont contourné la difficulté comme ça. L'égalité des hommes-femmes. Et enfin, la Charte consacre aussi de manière effective, parce qu'il y avait une jurisprudence, alors je ne sais pas pour tous les pays, mais vous savez qu'en ce qui concerne la fameuse Charte, la Convention de New York, pendant très longtemps, les jurisprudences françaises ont résisté lorsqu'on l'invoquait en disant « c'est le problème des États, vous ne pouvez pas l'invoquer directement ». Et là, dans la Charte européenne, elle est consacrée. Alors les droits sociaux, évidemment ceux-là doivent être mis en œuvre nécessairement pour être opposables aux États, par contre opposables à l'Union européenne qui ne peut plus prendre de dispositions contraires. C'est droit à l'information, à la consultation et au travail de leurs représentants, droit de négociation des actions collectives, droit d'accès aux services publics de placement, droit à une protection contre les licenciements injustifiés, droit de tout travailleur à des conditions de travail justes et équitables. Le droit de grève a finalement été consacré après une forte opposition des Britanniques, mais tout en concédant que ceci relevait de la réglementation et des pratiques nationales. Citoyenneté, c'est le droit à l'élection, aux élections communales dans le pays de résistance. Et ensuite, quelque chose qui me paraît quand même important, c'est la Charte consacre un droit à une bonne administration de l'Union européenne. Donc, vous pouvez, en vertu de la Charte, et l'administration européenne est obligée de motiver ses décisions. Ce qui complète d'ailleurs une énumération qui est contenue dans l'article 296 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. D'autres droits sont tirés directement du traité des communautés européennes. Alors justice, qui nous concerne plus directement, enfin l'immigration nous concerne, mais la justice, 4 articles qui reprennent pour l'essentiel les dispositions de la Convention, je l'ai déjà dit, tout en les élargissant et en modernisant leur portée. Il est ainsi du droit à un recours effectif, d'accéder à un tribunal impartial. Ce droit à tribunal n'est pas limité à des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil. Donc, effectivement, le recours, c'est pour tous les droits sociaux subjectifs qu'on peut invoquer, ou pour tout le droit de l'Union qui aurait été mis en œuvre dans ce domaine. L'aide juridictionnelle,
recours effectif dans les mêmes termes que ce qui a été consacré par un arrêt ancien de la Cour européenne de Strasbourg, la jurisprudence ERE, principe de non-rétroactivité des lois pénales, et enfin, règle non bis in idem, donc effectivement, c'est celle dont on a parlé tout à l'heure. Avant, la règle non bis in idem s'appliquait uniquement dans l'État dans lequel vous aviez été condamné, mais là, c'est quels que soient les faits, si vous avez été condamné dans un des États de l'Union européenne, cette règle s'appliquera à tous les autres États. Alors, comment est-ce que cette charte est mise en œuvre? Alors, d'abord, c'est son champ d'application. Donc, il ne faut pas se méprendre sur le champ d'application de la charte. Ça, c'est contenu dans l'article. Alors, oui, la charte, 50 articles qui consacrent les droits, et ensuite, on a de 51 à 54, c'est ce qu'on appelle les dispositions horizontales, c'est-à-dire les dispositions de mise en œuvre de la charte. Alors, le champ d'application de la charte a donné à nombreux malentendus, que l'article 51 a entendu dissiper. Alors, premièrement, la charte n'a pas vocation à se superposer aux dispositions nationales, ni à s'appliquer dans l'ordre juridique national dès lors qu'il s'agit de compétences propres des États membres. C'est-à-dire qu'elle n'augmente pas la compétence de l'Union européenne. L'Union européenne ne pourra légiférer que dans ses compétences, et la charte n'augmente pas ses compétences, même si elle consacre des droits qui ne sont toujours pas mis en œuvre par l'Union européenne. En revanche, elle est applicable dans l'ordre juridique de l'Union. Et il en résulte que la charte est destinée à s'appliquer aux institutions et organes de l'Union, ce qui couvre le champ communautaire, mais aussi ce qui à l'époque était le deuxième, troisième pilier, aujourd'hui c'est intégré par le traité de Lisbonne. Alors, elle concerne également les États membres. Les États membres sont tenus de respecter la charte, mais à condition qu'ils transposent de la législation de l'Union européenne ou qu'ils appliquent un règlement qui est directement applicable. Donc là, c'est directement applicable. Donc effectivement, la transposition de ces directives garanties procédurales, entre autres, puisqu'on en a parlé hier, doivent répondre à la charte, et c'est en ceci que certaines restrictions, notamment sur le droit d'accès au dossier, ce dont on a parlé hier, à mon avis, sont justiciables de la charte. Parce que à partir du moment où on consacre effectivement la possibilité d'être informé dans les plus brefs délais, effectivement, des charges qui pèsent contre vous, il faut que vous connaissiez, vous puissiez également vérifier la matérialité des faits, et en vous refusant l'accès au dossier et par des dispositions un peu contradictoires des articles 7.1 et 7.3 de la directive, il y a effectivement une incertitude à quel moment je peux prendre connaissance, mais je pense que la charte, dans le cadre de la transposition, est de nature à être invoquée devant le juge national en disant « mais attendez, la charte, vous devez l'appliquer » dans la façon d'ailleurs dont la cour de Strasbourg applique effectivement le droit. Et là, on a quand même une jurisprudence cohérente puisque la charte doit se lire dans les mêmes termes que à la fois la Convention européenne des droits de l'homme, mais également l'application jurisprudentielle qui en fait. J'observe d'ailleurs que dans toutes ces directives concernant relatives notamment aux garanties procédurales, à chaque fois, c'est toujours au visa de la Convention européenne des droits de l'homme et l'application jurisprudentielle qui en est faite. C'est vrai pour la 4e directive blanchiment, c'est vrai pour toute une série, c'est notamment vrai en matière de protection des données personnelles et autres. Bien. Donc ça, il faut bien voir que c'est. Ensuite, il y a une clause de non-régression. Le fait que la charte consacre un certain nombre de droits et énumère ces droits ne veut pas dire que ça pourrait être une régression par rapport aux droits fondamentaux. Parce qu'il faut aussi savoir que la Convention, on l'a vu hier dans l'intervention de Laurel Anderson, la Convention en elle-même, c'est un instrument vivant. Elle a été écrite en 1959, on y a rajouté quelques protocoles, mais enfin elle est écrite en 1959. Mais la Cour de Strasbourg d'abord, elle a consacré des droits positifs à charge des États, et ensuite, elle a fait, par exemple, elle n'a pas du tout traité du droit à la protection des données personnelles, ce qui est traité dans la charte, mais elle a élaboré toute une jurisprudence à partir de l'article 8 sur la protection des données. Donc c'est quelque chose d'évolutif, et il se peut très bien qu'à un certain moment, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg évolue plus vite que ce qui est dans la charte, et à ce moment-là, on ne pourra pas dire non, mais la charte ne prévoit pas parce que c'est un instrument de droit communautaire. Cette clause de non-régression
fera que nécessairement la charte devra s'aligner sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est la clause de régression de l'article 53. Alors, par contre, il est admis qu'il y ait des restrictions aux droits fondamentaux dans les mêmes termes que les articles qui ne sont pas les articles de droit absolu, sont ceux qui, à partir de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, effectivement, pour des motifs impérieux d'intérêt général, etc., et de manière proportionnée. Donc ça aussi, c'est consacré. Alors, quelles sont les difficultés? Ça introduira quasiment le sujet de Laurent Petiti, qui va traiter après la pause de l'adhésion de l'Union européenne à la Charte et la difficulté de ratification du protocole 14. C'est qu'on se retrouve quand même, à l'heure actuelle, face à une multiplicité de sources de droits fondamentaux issus précisément de la coexistence de la Charte, de la Convention européenne des droits de l'homme, et que là, il y a des sources de conflits ou facteurs d'intégration. Alors, c'est aujourd'hui une source privilégiée, la Convention européenne est une source privilégiée qui oblige directement les États, mais aussi à travers des principes généraux du droit. Alors, le juge, quelles sont les juridictions qui peuvent se heurter à un certain nombre de difficultés? D'abord, ça commence par le juge national. Le juge national est le juge de droit commun du droit communautaire, enfin aujourd'hui du droit de l'Union européenne. Et il est parfois confronté à des difficultés d'interprétation du droit de l'Union, et donc, ou peut être appelé à s'interroger sur la validité d'un acte pris par un État membre dans le domaine domaine du droit de l'Union. Bon, si c'est la validité, c'est pas très grave, il renvoie, puisqu'il est obligé de renvoyer devant la Cour de justice. Par contre, si c'est en matière d'interprétation, il est obligé de se poser un certain nombre de questions. Et l'article 53 précise à cet égard qu'une disposition de la Charte ne doit pas être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales reconnues dans leur champ d'application respectif par le droit de l'Union, ainsi que par les constitutions des États membres, ce qui fait que le juge national a quand même une marge de manœuvre dans la mesure où il ne fait qu'interpréter effectivement à la fois la Charte, qui, sur les droits en matière de liberté et de justice, est calquée sur la Convention européenne des droits de l'homme. Mais par contre, il ne doit pas être conduit à juger de la validité d'une décision avec les droits fondamentaux, puisque la jurisprudence Frotte-Frost l'oblige à saisir la Cour de justice de l'Union européenne. Cependant, la question qui risque quand même de rebondir, c'est la Cour de justice ne voyait aucun motif d'annulation, alors qu'il existe une contradiction entre un droit expressément garanti dans la Constitution nationale. Alors, on risque à un moment donné, si tel est le cas, de se trouver après une épuisante voie de recours dans l'hypothèse où le juge n'aurait pas appliqué ou n'aurait pas renvoyé en interprétation de validité à une jurisprudence divergente entre la Cour de Strasbourg et la Cour de Luxembourg. Bon, pour l'instant, la Cour de Strasbourg s'est contenue, si j'ose dire, puisqu'on a eu l'arrêt Bosphorus. Dans le cas de l'arrêt Bosphorus, qui a été un arrêt de rejet, la Cour de Strasbourg a dit qu'elle pouvait effectivement contrôler une application d'une mesure de droit communautaire à l'époque, mais qu'en l'espèce, il n'y avait pas lieu. Et ensuite, elle a été, en vertu du principe d'équivalence, des trucs, et ensuite, elle a rendu un deuxième arrêt qui est MES contre Belgique et Grèce, et dans laquelle, effectivement, elle a condamné la Belgique et la Grèce, c'était en matière d'immigration, mais elle a pris quand même la précaution de ne pas heurter directement la Cour de justice de Luxembourg. Elle a dit, la directive telle qu'elle a été transposée et telle qu'elle a été appliquée par la Grèce et par la Belgique, laisser à l'État membre une marge de manœuvre, et en conséquence, si je condamne, c'est parce qu'ils avaient une marge de manœuvre. C'est pas parce que j'invalide ou je conteste la primauté du droit communautaire, c'est parce que j'ai une marge de manœuvre. Mais on est vraiment sur le fil. Et ceci, effectivement, appelle, effectivement, je pense, de terminer l'œuvre législative qui a été commencée et de mettre en œuvre l'article 6.2 du traité de Lisbonne qui prescrit l'adhésion de l'Union à la Convention européenne, ce qui devra mécaniquement, enfin du moins je l'espère, en tout cas même institutionnellement, régler
effectivement les rapports à la fois entre la Cour de justice et la Cour de Strasbourg. Tâche épineuse qu'il t'appartiendra d'exposer, Laurent, parce que effectivement, je crois qu'il y a des problèmes d'ego qui sont en train de se poser et on attend toujours un avis de la Cour de Luxembourg sur cette question de l'adhésion. Voilà ce que j'avais à vous dire et bien entendu, je suis à votre entière disposition pour toute question.